Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Et soyez les bienvenus sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Vous suivez Parler politique et nous vous remercions pour cette fidélité. Et ce soir, dans Parler politique, nous allons évoquer, nous plonger dans le centenaire de Nelson Mandela. Comme vous le savez, toute cette année lui a été consacrée et un peu partout dans le monde, il s'est organisé des activités, des manifestations pour commémorer le centenaire de cette icône de la liberté, de la paix, de la réconciliation, du pardon. Nelson Mandela, c'est pas seulement pour l'Afrique du Sud, c'est pour l'Afrique, c'est pour le monde. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, à Parler politique, nous avons pensé échanger sur cet homme, je ne voudrais pas dire irremplaçable, mais quand même qui a laissé sa marque sur le monde, sa marque en Afrique, sa marque en Afrique du Sud. La question est de savoir si aujourd'hui son héritage est suffisamment bien récupéré, assimilé pour être propagé et prospéré. Pour cela, nous avons invité sur ce plateau des personnalités que nous aurons le plaisir de vous présenter dans quelques instants, mais juste après cette petite ponctuation. Nelson Mandela, s'il vivait, il aurait cette année 100 ans. 100 ans, c'est beaucoup. Malheureusement, on aurait bien souhaité qu'il fût encore là aujourd'hui. Malheureusement, il nous a quittés en 2013. Toutefois, cette icône est célébrée. Je pourrais même dire vénérée un peu partout dans le monde. Nous avons pensé partager un peu avec ceux qui soit l'étudient, soit l'ont connu d'une certaine manière. Avec moi sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir son Excellence Mohamed Antar Daoud. Il est ambassadeur d'Algérie au Gabon et en Guinée équatoriale. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette invitation. C'est notre honneur que vous ayez donné de votre temps pour être sur notre plateau. Merci bien une fois de plus. Et également sur ce plateau, le docteur Stéphane Serge Ibinga. Il est enseignant à l'université Omar Bongo à Libreville. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Merci. Vous étudiez l'œuvre de Mandela et vous nous en parlerez tout à l'heure. Ok, avec tout le plaisir. plaisir est pour nous également que vous soyez sur notre plateau ce soir. Mais nous allons essayer de nous rafraîchir la mémoire un peu avec ces activités qui un peu partout dans le monde, comme au Gabon et précisément où nous nous trouvons, il s'est tenu une cérémonie commémorative du centenaire de Nelson Mandela à l'université Omar Bongo de Libreville. Suivons plutôt ce reportage de Marie-Paul Redombina. 5 ans déjà que Nelson Mandela s'en est allé, mais son histoire et son héritage continuent de fédérer les peuples. À cette occasion, l'université Omar Bongo Ndimba, à l'instar du monde, a abrité les festivités marquant le centenaire de cette icône planétaire. L'université Omar Bongo Ndimba, il faut le préciser, a eu le privilège de recevoir la visite de cet illustre fils du continent en février 1991. L'identité de vue et des valeurs qu'il y a entre l'Afrique du Sud et le Gabon, mais surtout qu'il y a dans le combat de Nelson Mandela, qui est le combat des jeunes, un combat pour plus de liberté, pour le souci de s'affranchir et de s'assumer comme des hommes libres, fiers de leur destin. La jeunesse gabonaise, bien représentée à la conférence, a rendu hommage à sa façon à Madiba. Nelson Mandela n'est plus seulement une identité sud-africaine, c'est une fierté de l'Afrique. Et c'est donc une dignité pour le monde entier. Et c'est pourquoi justement c'est une opportunité et peut-être un moyen pour le Gabon de participer à ce concert de célébration de l'icône mondiale. Mandela, source d'inspiration pour la jeunesse. Il s'est toujours préoccupé des générations futures. L'éducation, dit-il, est un moyen par lequel un enfant de pauvre peut parvenir à se hisser à la tête d'un pays. Voilà, Excellence, voilà, docteur, voici planté le décor de notre échange de ce soir. Et je voudrais que nous commencions d'abord par examiner un tant soit peu l'homme, sa vision, son action, de révisiter un peu ce parcours de Mandela. Et je voudrais commencer par vous poser la question. Tout le monde sait, ou alors on a suffisamment communiqué sur Mandela. Mais je voudrais quand même vous demander, est-ce qu'être une icône comme Mandela, on est
icône avec ses vertus ou bien on le cultive? Comment se fait-il qu'il ait atteint cette dimension? D'abord, je pense que Mandela est devenu une icône grâce à sa grandeur d'âme, ensuite à la grandeur de l'homme tout court. Ça d'une part. D'autre part, on devient icône parce qu'on a des principes, parce qu'on a une personnalité, parce qu'on a des objectifs et parce qu'on sent la justesse de son action. Et je crois que c'est ce qui l'a fait rapprocher un peu de mon pays, de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il a pris contact avec les Algériens juste avant l'indépendance et il est allé parfaire sa formation militaire du côté d'Oujda. On n'était pas encore, j'allais dire, indépendant. Et il a eu cette formation d'abord sur le plan politique et ensuite sur le plan militaire. Sur le plan politique, parce qu'il fallait lui expliquer que le terrain militaire ne peut pas remporter seul la victoire et que la diplomatie constituait une action et une des plus fortes actions dans cette lutte armée. Donc, par conséquent, cette relation secrète, si vous voulez, qu'il a entretenue avec l'Algérie, c'est en raison de l'histoire commune de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. L'Algérie a été colonisée depuis 1830. Nous avons été colonisés pendant 132 années. Et pour lui, l'Algérie constituait un exemple. Pourquoi? Parce que toutes les voies de négociation, toutes les voies de dialogue ont été annihilées par le colonialiste. Et par conséquent, un jour ou l'autre, il fallait arriver à la lutte armée. Et c'est un peu cette marginalisation pendant 132 ans que les Algériens n'ont jamais accepté. Ils ont senti que tôt ou tard, il fallait prendre le fusil et libérer son propre pays. Donc, au moment où Mandela était chargé de la branche armée de l'ANC, de l'African National Congress, il n'a pas trouvé mieux que l'Algérie, que l'armée algérienne, pour justement l'initier à beaucoup de choses. Dans le maniement des armes, deux, dans la cache des armes, trois, dans la conviction que la formation militaire reste pratiquement un élément des plus importants dans la lutte armée. Nous allons revenir là-haut parce que vous allez peut-être nous dire un peu dans quelles circonstances, vous particulièrement, vous l'avez rencontré. Mais je me tourne vers le docteur Ibinga. Pour vous qui étudiez et faites des recherches sur l'œuvre de Mandela, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Comment est-ce qu'il est parvenu à se bâtir cette personnalité vénérée un peu partout aujourd'hui? Moi, je dirais que Mandela, c'est quelqu'un qui a construit sa personnalité à partir des expériences qu'il aura vécues, à partir de l'apprentissage autour des anciens, surtout son grand-père Djongui Taba, qu'il a élevé, et donc la tradition africaine, à travers cette connaissance qu'il a eue, donc cette transmission des valeurs traditionnelles de son grand-père qu'il a élevé, qui était le chef de la tribu Tembu, qui lui a enseigné comment en fait manager une communauté, diriger une communauté. En même temps, Mandela valorise l'éducation moderne et donc en tant que pédagogue, je dirais à la génération, donc aux jeunes, que Mandela, pour devenir ce qu'il est devenu, il s'est intéressé à la lecture, à l'enseignement. Et comme le disait son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, tout ce qu'il a voulu connaître, il est allé vers ceux qui détenaient le savoir. Et même dans le maniement des armes, il est allé en Algérie. Donc je pense que Mandela s'est forgé une personnalité à travers donc, ces expériences qu'il aura apprises auprès des aînés. Alors, excellent, donc je me tourne donc vers vous. Je crois savoir que
quelque part, vous avez approché un peu l'icône Mandela. Vous pouvez nous dire rapidement dans quelles circonstances et puis qu'est-ce que vous en avez gardé vraiment, l'impression qui vous a fait directement en le voyant, en le rencontrant? Écoutez, je l'ai juste rencontré, pour ne rien vous cacher, quelques minutes. C'était lors du sommet de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, en 1994 à Tunis. Et c'était pratiquement sa première sortie en qualité de chef d'État. Et donc, il avait raflé la vedette à tous les autres chefs d'État. Il faut dire ce qu'il en est au niveau de la salle. Tous les photographes étaient braqués sur lui. Mais quand je parlais tout à l'heure d'humilité, de grandeur, à la sortie, une fois, j'allais dire, la séance plénière terminée, puis il est sorti, et tout le monde voulait prendre une photo avec lui. Et les services de sécurité, aussi bien tunisiens que sud-africains, étaient là pour faire leur travail. Et il leur disait, attendez de toute façon, de façon à pouvoir satisfaire un peu tous ceux qui les ont, qui l'approchaient. Et donc, on a vu avec quelle humilité, quelle amabilité, quelle gentillesse, ce monsieur-là qui a tant connu, qui a passé 27 années de sa vie en prison, qui a fait face à l'apartheid, qui a, j'allais dire, qui est entré le premier dans la clandestinité en prenant l'avenir de la branche armée de l'ANC, comment toutes ces épreuves l'ont rendu, j'allais dire, d'une humilité, d'une grandeur et d'une amabilité à nul autre pareil. Ah oui, mais est-ce que c'est ce qui justifie cette vision pour la paix, pour le compromis, pour la réconciliation, pour le pardon? Écoutez, parce que lui qui a quand même vécu beaucoup de choses, telles que vous le décrivez, telles qu'on les étudie et les lit un peu partout, qu'est-ce qui peut expliquer finalement, il a développé ce sens aigu du pardon, de la paix, de la réconciliation? Là, je reprends un peu ce qu'a dit le professeur. Je pense que quand on passe 27 années en prison, qui plus est, Mandela n'est pas un homme inculte. C'est quand même quelqu'un qui a étudié et qui est juriste de formation. Et quand on a pris le temps, parce que malheureusement le temps lui a été imposé de rester entre quatre murs, et de lire, et de s'imprégner un peu de toutes les formes de lutte contre le colonialisme, d'être, j'allais dire, imprégné en lui-même et d'être convaincu pour arriver à convaincre les autres de la justesse de son action. Je crois que c'est ce qui a fait sa force. C'est ce qui a fait qu'il puisse imposer le respect à tout le monde. Parce que, imaginez, on a voulu, j'allais dire, l'élargir, c'est-à-dire mettre fin à sa prison. Il a refusé avant que l'Afrique du Sud ne soit totalement dépourvue d'apartheid. Aussi bien Ian Smith que de Klerk ont tenté 1001 actions pour essayer, j'allais dire, d'abord de l'avoir de leur côté, ensuite de trouver un compromis. Mais je crois que la force de caractère, la force de sa personnalité ont démontré qu'il était certes un homme de compromis, mais pas un homme de compromission. Et qu'il ne voulait pas du tout, j'allais dire, vendre la liberté de son peuple au détriment de certains avantages que le colonialiste lui offrait. Docteur, est-ce que, quelque part, cette culture de la paix peut procéder d'un parcours initiatique? Oui, je dirais qu'il a été initié par son grand-père, parce que à travers lui, il a appris ce que les Sud-Africains appellent Umuntu Ungabantu, c'est-à-dire que c'est à travers l'autre que je reconnais mon humanité, que l'être est social, que sans les autres je ne suis rien, que je ne suis pas un humain. Et donc à travers, par exemple, son œuvre Un si long chemin pour la liberté, il explique comment cette tradition lui a servi aussi de forger sa personnalité et d'être au service des autres. Et en même temps, comme disait monsieur l'ambassadeur, c'est cette constance
qui fait la marque de fabrique de Mandela, dans la constance dans son idéal pour un monde libre et équitable. Oui, allez-y, vous voulez terminer? Parce que je voulais vous poser en même temps la question de savoir comment est-ce qu'on peut le qualifier en définitive, parce qu'il y a beaucoup de qualificatifs, tout est positif bien évidemment, mais parlons de ce positivisme-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-on dire qu'il était idéologue, idéaliste ou humaniste? Moi je pense qu'on peut dire les trois. Les trois à la fois. Les trois à la fois. Idéologue parce qu'il enseigne une idéologie qui est fondée sur les principes démocratiques, donc de monde libre, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Idéaliste parce qu'il veut mourir pour un idéal politique. Qui est donc il accepte d'aller en prison et sacrifie sa famille, sacrifie les intérêts personnels et même les négociations qu'il a menées, comme disait monsieur l'ambassadeur, il a été tenté plusieurs fois, mais il n'a jamais renoncé à son idéal. Donc l'homme qui n'acceptait pas du tout de compromis. Des compromis, effectivement. Je voudrais ajouter juste une chose, professeur. Je crois que dans mes lectures, en tout cas concernant un peu ces grands hommes qui ont marqué le XXe siècle, il y en a un qui, j'allais dire, par sa patience, sa passivité, son amour pour la paix, s'est aussi distingué. C'est le Mahatma Gandhi. Tout à fait. Gandhi, vous souvenez-vous un peu de la grève de la faim qu'il a enclenchée alors que tout le monde, tous ses partisans qui avaient peur de le voir mourir, mais malgré ça il a tenu face au colonialisme britannique. Oui. Et il est arrivé, j'allais dire, un peu à ce qu'il voulait. Donc cette race d'hommes, j'allais dire, il doit en exister au maximum peut-être une dizaine par siècle. Oui. Alors, et oui, ce qui me pousse à vous poser la question, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, tout le monde convient que c'était un homme extraordinaire. Je voudrais même reprendre Frédéric de Clercq qui dit qu'il était un homme bon et unique. Alors, néanmoins, on voit aujourd'hui qu'on le clame et proclame, mais on ne suit pas toujours ces traces. Alors, où est la part de vérité et la part d'hypocrisie, première chose. Deuxième question, doit-on dire que Mandela n'avait pas de défauts, de faiblesses? Parce que je voudrais quand même évoquer, et vous donnerez votre avis là-dessus, certains estiment que le fait de n'avoir pardonné peut-être à tout le monde, réconcilié, trouvé des compromis avec tout le monde, sauf avec sa femme Winnie, dont il a exclu même de son testament et de son héritage. Pourquoi il n'a pas pu pardonner à celle-là même qui s'est forgé une personnalité à ses côtés et qui finalement est devenue... Alors ça également, il y a des gens qui s'interrogent par rapport à cela. Alors, sans prendre le parti de l'un ou de l'autre, il y a d'abord l'homme. Comme je le disais, avec sa personnalité, son caractère. C'est vrai que Winnie a partagé un peu, j'allais dire, toute sa souffrance, qu'elle lui rendait visite régulièrement dans sa prison de Robben Island. Et que voulez-vous, un couple est un couple. À la fin, bon, quand vous vous apercevez que réellement, moi je pense qu'il a eu beaucoup plus un peu cette force de caractère, il s'est senti trahi peut-être dans sa carapace d'homme, pas dans sa carapace de militant. Il y a l'homme, il y a le militant, il y a le chef de l'État. Voilà, il faut faire la différence entre ces trois. Il y a la personne et la personnalité. Absolument. Et donc, par conséquent, je trouve qu'il a été honnête en lui rendant sa liberté, parce qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'être l'épouse du chef de l'État en le trompant à droite et à gauche. Et si vous vous souvenez, je crois que Canal+ a diffusé une longue série sur la vie de Mandela, et il montrait un peu, j'allais dire, un peu tous les écarts
enregistrés par Winnie. Mais je ne pense pas qu'ils aient eu une différence d'approche sur le plan politique. Ça a été une différence d'approche sur le plan personnel, sur la conception de la vie de couple. Voilà comment je vois les choses. Docteur? Oui, moi, Mandela, c'était un humain, donc il avait certainement des défauts, et surtout, on lui reprochait d'être pendant ses années de jeunesse, qu'il était un coureur de jupons, mais il s'est assagi par la suite. Donc, l'être humain, Mandela s'est forgé une personnalité tout au long de sa vie, et il a eu des défauts, certes. Pour revenir sur le cas de ses relations avec Winnie Mandela, je pense qu'il était temps pour lui de rompre avec Winnie Mandela pour pouvoir atteindre pour pouvoir rester cohérent dans sa lutte. Parce que si il avait pardonné, je pense qu'il a pardonné à Winnie d'une certaine manière. C'était pas forcément en la gardant avec lui comme étant toujours son épouse. Mais je pense qu'il a pardonné parce qu'il a compris les circonstances dans lesquelles Winnie Mandela, elle-même aussi victime on va dire, des jeunes de la ligue de football qu'elle avait créée, ce n'était pas nécessairement commanditaire, les actes de violence que perpétraient ces jeunes. Et donc elle-même était victime de ça. Mais on comprend en tant qu'humain que 27 ans de prison, Winnie ne pouvait pas rester attendre quelqu'un qui pouvait ne pas ressortir, qui ne pouvait ne pas recouvrer sa liberté. Et donc Mandela a su pardonner à Winnie parce qu'ils ont gardé des relations assez cordiales. Mais on remarque néanmoins, et peut-être qu'on va terminer cette première partie avec cette petite question, je ne veux pas creuser en tant que tel, mais je comprends par la compatibilité avec la personne, la vision, parce que tout le monde sait également que Winnie ne partageait toujours pas le sens du pardon de Mandela. Par conséquent, on peut comprendre que par rapport à sa vision politique, à l'homme politique il ait pu interrompre ou alors divorcer tout simplement. Mais à la fin de sa vie, pourquoi ne l'avoir pas, je pourrais dire, mentionné quand même, ne serait-ce que pour dire que vous laissez quelque chose, parce qu'ils ont quand même partagé, eu des enfants. Alors tout cela, est-ce que la personne ne pouvait pas revenir, la personne humaine ne pouvait pas revenir à ce niveau pour au moins à son départ, pour celle qui a passé beaucoup d'années avec moi, voici une bichette d'allumettes que j'ai laissée. Je pense que l'homme a pris le dessus sur l'homme d'État. Je pense que c'est ça. L'homme, j'allais dire, s'est senti trahi dans son intériorité, si vous voulez, et que, il n'a pas admis de toute façon cette liaison. Que voulez-vous? N'importe quel homme peut avoir n'importe quelle femme. L'important pour la femme, c'est de savoir le garder. Très difficile de savoir garder un homme. Mais n'importe quel homme peut être cocu. L'essentiel pour lui, c'est de ne pas rester longtemps sans le savoir. D'accord. Alors, par conséquent, partant de ce principe-là, je pense que ils ont fait un bout de chemin ensemble et ils ont été des compagnons de lutte, ils ont été mari et femme, ils ont été complices. Arrivé un moment où l'avenir en a décidé autrement. Alors, nous allons donc poursuivre cette discussion. Je vous propose, parmi les activités organisées un peu partout dans le monde, à Dakar aussi, il a été organisé de manifestations à l'occasion de ce Mandela Day, n'est-ce pas? Et je vous propose de suivre cet élément de notre correspondante permanente à Dakar, Oumou Kalsoumba. Ce mercredi 18 juillet 2018, Nelson Mandela aurait eu 100 ans. Pour honorer sa mémoire, l'ambassade d'Afrique du Sud au Sénégal a organisé un forum en son honneur. Sous le thème Héritage de Mandela, jeunesse africaine et perspective, l'événement a regroupé des acteurs culturels, des enseignants, des chercheurs et des personnalités politiques. En réalité, cette ambition de Mandela incarne des valeurs humanitaires inestimables pour la mise en place d'un continent unifié autour d'une thématique centrale qui nécessite des actions urgentes pour sa prise en charge de coordination totale. Si nous voulons être des dignes héritiers qui méritent le jour, des hommes et des femmes qui rendent encore beaucoup plus illustres un héritage qui leur a été transmis avec gloire par Mandela. Agissons dans ce sens de la promotion de l'égalité des chances, de la création des chances et de l'accès facile et équitable à ces chances.
Nelson Mandela, un homme du monde, personnalité flamboyante, continue d'inspirer la jeunesse africaine. Il a marqué son empreinte dans la lutte contre la ségrégation raciale, l'oppression et la pauvreté. L'Afrique a besoin afin de transformer la mentalité des peuples du continent. En réalité, les conflits de toutes sortes planent le développement de l'Afrique. La majeure partie de ces derniers résultent entre autres d'un égo surdimensionnel ou d'une volonté de vengeance par rapport au tort causé ou imaginé. Or, Mandela enseigne d'abord que l'un des prérequis d'une bonne entente se trouve être le respect, la considération que l'on peut avoir pour autrui. Selon lui, tout part de la conception personnelle de l'individu, c'est-à-dire c'est le comportement de soi envers autrui qui détermine le rapport de cohabitation entre les individus. Père de la nation arc-en-ciel, Madiba fut un modèle de dignité, d'humilité et de résistance. Prix Nobel de la paix, premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela a un parcours exceptionnel, jonché de souffrances, mais aussi de victoires écrasantes. Le rêve de Mandela, c'est ce qu'il a incarné. La paix, la réconciliation, le pardon, ainsi de suite. Alors, mais quand on voit le monde aujourd'hui, à commencer par son Afrique du Sud natale, on peut se poser des questions entre le rêve de Mandela. Aujourd'hui, ses héritiers, est-ce qu'ils le font prospérer? Est-ce que la réalité des choses montre-t-elle pas aujourd'hui que les gens sont pratiquement de l'autre côté de ce que Mandela aurait voulu, aussi bien pour l'Afrique du Sud, pour le continent africain? Je ne voudrais même pas aller au reste du monde, mais restons en Afrique. Écoutez, je pense que concernant la lutte que Mandela a menée, cette lutte ne se terminera jamais. Pourquoi? Parce que on lutte pour l'indépendance. Une fois l'indépendance acquise, bon, on se dit tout est terminé. Non, là commence l'édification de l'État. Et l'édification de l'État, chaque pays dans cette situation-là a besoin de tous ses enfants. Et donc, par conséquent, la construction d'un État, la construction d'un pays, se doit de rassembler tout le monde autour d'un même objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que je pense que l'Afrique du Sud reste constante dans ses principes, à savoir, elle lutte pour l'autodétermination des peuples. Et ça, c'est très important. Très important. Elle est notamment aux côtés de la Palestine, pour que la Palestine retrouve sa terre. Elle est aux côtés d'autres mouvements de libération. Je pense que l'Afrique du Sud a fait, comme l'Algérie, du droit pour l'autodétermination des peuples, un principe cardinal de sa politique extérieure. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut que la féliciter de ce côté-là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout, j'allais dire, changé de cap. Oui. Alors... Elle a payé le prix de l'apartheid, tout comme l'Algérie a payé le prix de la colonisation. Et c'est pour ça, justement, que nous avons un peu cette synergie, que nous avons cette convergence de points de vue en matière de lutte pour l'autodétermination des peuples. Et je pense que nous n'aurons de cesse de le clamer tant que l'Afrique ne sera pas totalement libérée. Alors, et justement, parlons de l'Afrique. Sortons un peu de l'Afrique du Sud. Je me tourne vers vous, docteur. Quand on voit les conflits un peu partout, quand on voit la radicalisation des acteurs politiques dans le pays, alors, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se pose la question, que fait-on de la vision ou du rêve de Mandela? Rêve et réalité, votre réaction? Oui. Je voudrais d'abord revenir à la précédente question et ensuite enjamber sur la deuxième. Mandela a eu un rêve, et le rêve c'était donc de voir son pays, les fils et les filles de ce pays vivre ensemble comme étant des citoyens libres, donc sans distinction de race. Et donc ce rêve est devenu réalité parce qu'il a pu atteindre donc l'abolition de l'apartheid a bien évidemment eu lieu, et par la suite les réalités nous ont, comme
plusieurs pays africains au sortir donc des indépendances, on a eu cette impression de la désillusion. On pensait qu'après les indépendances, on sera libre, que tout sera parfait, mais c'est pas le cas. Et en même temps, c'est en fait les effets d'un système qui a perduré pendant des siècles. Et donc les limites, les réalités qu'on vit aujourd'hui en Afrique du Sud sont toujours liées. Ce sont des effets qui donc liés au système de l'apartheid. Alors, ben, pour revenir donc à la deuxième question, aujourd'hui on est un peu c'est triste de le constater que Mandela a quand même, aujourd'hui tout le monde se clame ou réclame être héritier de Mandela sans pour autant montrer ou faire comme lui. C'est assez dommage parce que l'Afrique reste un continent instable avec tout ce qu'on voit, la violence par exemple au Cameroun, les Boko Haram au Nigeria, Cameroun, au Tchad, ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous parce que à quoi ça sert en fait de s'entretuer entre Africains alors qu'il y a un exemple comme une icône qui nous a une icône continentale et planétaire qui nous a montré le chemin à suivre. Qui a inspiré. Mais sauf que peut-être qu'on utilise davantage Mandela aujourd'hui juste pour la communication, mais pas pour l'action, Excellence. Parce que je voudrais poser la question de savoir, si on compare les époques, peut-on dire que l'époque de Mandela, entre l'époque de Mandela et l'époque d'aujourd'hui, l'époque de Mandela, c'était plus dur, plus cruel, plus difficile, plus sombre qu'aujourd'hui ou alors moins. Si on compare un peu les époques, s'il vivait encore aujourd'hui, s'il avait 40 ans, pensez-vous qu'il aurait été encouragé à continuer la même lutte quand tu vois ce qui se passe? Non, le problème qui se pose aujourd'hui, comme vient de le souligner le professeur, le problème est un problème d'édification d'État. Ça d'une part. Quand vous pouvez vérifier cela par la présence des forces des Nations Unies présentes au niveau africain, notamment en Centrafrique, au Sahara occidental, cela veut dire qu'il y a des problèmes. Et encore une fois, tant que nous ne sommes pas totalement, j'allais dire, épargnés par ce genre de choses, le chemin à parcourir reste encore assez long. Et donc, il y a des principes intangibles de la Charte des Nations Unies, que sont d'abord les frontières héritées de la colonisation. Les frontières ne doivent pas être extensibles au gré de la météo. Non, il y a des frontières héritées de la colonisation, c'est un principe énoncé dans la Charte des Nations Unies et tout le monde se doit de le respecter. Donc, par conséquent, maintenant les problèmes internes ne peuvent trouver leur solution que par le dialogue. Tout simplement. Il importe à tout le monde, j'allais dire, de se mettre autour d'une table et de discuter. Vous voyez ce qui se passe dans toutes les élections, si vous voulez, à travers l'Afrique. Mais quoi de plus naturel, parce que tout le monde a pour objectif l'édification d'un État, du pays. Et là, ce n'est pas par les armes ou ce n'est pas par la violence qu'on arrive à régler ce genre de problème. Justement, et l'Algérie, je vais vous dire, en parlant de lutte contre l'apartheid, l'Algérie a joué un rôle prépondérant dans tout ce qui a trait à la paix. L'Algérie est un pays exportateur de paix. Elle l'a fait pour la Guinée-Bissau avec Amilcar Cabral, elle l'a fait pour la Namibie, elle l'a fait pour l'Angola, elle l'a fait pour le Mozambique. Ce qu'appelait Amilcar Cabral, Alger était devenu dans les années 70 la Mecque des révolutionnaires. Et tous ces pays sont devenus indépendants. Tous ces pays sont devenus. Bon, je vais vous dire, et je prends un exemple très simple. L'Indonésie. L'Indonésie était le pays qui a permis au gouvernement provisoire de la République algérienne d'assister à Bandung, à la conférence des non-alignés. Mais malgré cela, quand il s'est agi du problème de Timor-Leste, on a dit à nos frères indonésiens, faites attention, c'est illégal ce que vous faites. Il a fallu que les États-Unis
n'exercent plus leur droit de veto pour que Timor-Leste devienne indépendant. Ok. Mais maintenant, je voudrais prendre la perche que vous me tendez pour demander au docteur, selon vous, quelles sont les menaces, n'est-ce pas, vraiment d'aujourd'hui qui pèsent ou bien qui hypothèquent l'héritage de Mandela sur les sociétés humaines aujourd'hui en Afrique en particulier? Il faut dire que... Parce que quand on voit sa moralité, quand on voit sa vision, quand on voit ses actions, aujourd'hui, qu'est-ce qui menace le plus la réalisation ou bien la poursuite de ses rêves? Il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et l'autre, c'est le développement. S'il n'y a pas de développement, c'est pas évident que l'Afrique soit stable. Parce qu'il y aura toujours des revendications. Et Mandela s'est battu pour ça, pour un pays de paix et un pays prospère. Même si on lui fait le reproche, puisqu'on parlait tout à l'heure des manquements chez Mandela ou des limites à son action, dans son action, Mandela n'a fait qu'un mandat. Il a promis de faire un mandat, il l'a respecté, mais il a dit aux générations futures, aux plus jeunes leaders, de prendre le relais. Parce que lui, il avait fait sa part. Ce que beaucoup ne copient pas aujourd'hui. Pas du tout. Alors, nous allons poursuivre, peut-être sortir avec cela. Nous allons parler justement de cette génération Mandela Excellence. Mais avant de parler de cela, et ce sera un peu notre dernière ligne droite vers la sortie de cette émission, je vous propose cette communication du secrétaire général de l'ONU lors de la journée internationale Nelson Mandela. Suivons plutôt. Nelson Mandela was a towering global advocate for justice and equality. He continues to inspire the world through his example of courage and compassion. Nelson Mandela was held captive for many years, but he never became a prisoner of his past. Instead, he poured his energy into reconciliation and his vision of a peaceful, multi-ethnic and democratic South Africa. On this day, marking the centennial of his birth, we commemorate Nelson Mandela's lifetime of service. Rarely has one person in history done so much to steer people's dreams and move them to action. That struggle for equality, dignity and justice continues. Madiba's legacy shows the way. Voilà, c'était le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela. Et je voudrais me tourner vers vos excellences, monsieur l'ambassadeur, en dehors des discours, en dehors des proclamations, une fois de plus, on peut se demander si on peut espérer qu'il y ait une génération ou des générations Mandela. Bien, écoutez, moi j'en suis convaincu, l'Afrique recèle un grand nombre d'intellectuels déterminés, pratiquement, à œuvrer pour l'édification de leur continent. Regardez, prenez un exemple, combien d'Africains sont expatriés en Europe, en Afrique, en Amérique, partout. Et donc je pense que ces gens-là ont d'abord leur place en Afrique pour l'édification d'une Afrique nettement plus prospère. Mandela, c'est sûr, son rêve le plus ardent était de voir une Afrique pesant de tout son poids sur le plan politique dans le concert des nations. Et c'est la raison pour laquelle nous, Algériens, en même temps que le Gabon et d'autres pays africains, sommes pour une refonte du Conseil de sécurité. Il est inadmissible que le monde soit dirigé uniquement par 5 membres et qu'un continent comme l'Afrique n'ait aucun représentant dans ce continent africain. Et je voulais encore citer une phrase de Mandela lors de son passage en Algérie. Il a laissé cette phrase qui est restée gravée dans le subconscient des Algériens. Il a dit « C'est l'Algérie qui a fait de moi un homme ». Et donc je voudrais vous donner un peu ce petit documentaire montrant d'abord
le président Bouteflika, lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies en 1974, qu'il a présidé, qui d'abord a permis au leader palestinien Yasser Arafat de prononcer son discours en disant « J'ai un rameau d'olivier dans une main et j'ai un fusil de l'autre. Et s'il vous plaît, ne laissez pas tomber de ma main le rameau d'olivier, qui est le signe de paix. » Et le deuxième coup que le président Bouteflika avait élaboré, c'était faire sortir la délégation sud-africaine de l'Assemblée générale. Et depuis 1974, aucune délégation sud-africaine n'a assisté à l'Assemblée générale jusqu'à la libération de Mandela. Donc ça, c'est quand même des étapes à retenir. Arriver à faire sortir la délégation sud-africaine, malgré le poids des États-Unis, malgré le poids du Royaume-Uni, c'était quand même quelque chose de difficile à faire. Merci beaucoup, Excellence, pour ce document que vous nous donnez. Nous allons en faire un très bon usage, déjà même au cours de cette émission de Parler politique. Et je vais me tourner vers le docteur Ibinga pour vous rappeler cette phrase de Graça Machel, la veuve de Mandela, à l'occasion de ce centenaire. Elle a dit « Nous devrions arriver en 2018 en ayant une idée claire de la nouvelle génération des leaders debout sur les épaules de ceux que nous célébrons. » Alors, est-ce que la question se pose justement, ça reste à la jeunesse, mais pas seulement à la jeunesse, mais également aux leaders d'aujourd'hui. Et quand elle dit ça, qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que ça vous dessine comme perspective? Je pense qu'elle reconnaît qu'il y a une crise de leadership, déjà en titillant un peu les jeunes leaders ou les leaders actuels. C'est pas faire du folklore, hein, juste célébrer Mandela, mais il faut qu'on incarne ces valeurs. Je pense qu'elle interpelle un peu les leaders d'aujourd'hui et de demain. Que si nous voulons continuer à célébrer Mandela, il faut véritablement incarner ces valeurs pour pouvoir continuer la lutte de Mandela et pouvoir transformer l'Afrique telle que Mandela aurait souhaité. Voilà. Alors, et à vous, Excellence, je vais me tourner vers vous. Nous serons là vers la sortie. En vous rappelant cette initiative que vous connaissez certainement, celle de Barack Obama, à travers sa fondation, qui a lancé une initiative d'une année pour apprendre Mandela. Il dit bien apprendre Mandela, c'est-à-dire former des gens prêts à soutenir les démocraties au milieu des troubles croissants créés par les migrations incontrôlées, les épidémies, les défaillances de l'État et les changements climatiques. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est dans l'honneur du président Barack Obama, j'allais dire, d'avoir lancé cette initiative et j'allais dire sa présence lors de cet hommage avec tous ces discours puissants qu'il a. Et puis, il faut souligner une chose aussi, la présence de tous ces chefs d'État lors de l'enterrement de Mandela, c'est quoi? C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance vis-à-vis de l'œuvre, vis-à-vis de l'action, vis-à-vis de la justesse de l'action de Mandela. Et donc, par conséquent, nous ne devons pas, j'allais dire, un peu laisser tout cela partir en fumée, mais beaucoup plus arriver à la création, à faire en sorte que les étudiants de demain puissent soutenir des thèses, faire de la recherche sur l'œuvre, l'action, l'idéologie. Et continuer à sensibiliser. Absolument, de Mandela, et continuer pratiquement à sensibiliser les générations futures. Ça, c'est très important. Vous savez, moi, quand j'ai vu Mandela arriver à Paris, accueilli par Mitterrand à l'époque, avec tout le faste qu'on réserve généralement aux chefs d'État occidentaux, je pense que ça a été une grande victoire pour l'Afrique. Et montrer que l'obstination, que la justesse du droit, et encore une fois, je voudrais reprendre un peu cette phrase d'un chef d'État qui a dit « Le fort doit être juste dans l'utilisation de la force, mais il se doit d'être juste dans la défense de la justice. » Et par conséquent, nous devons, nous, Africains, de nous mobiliser parce que l'Afrique est en proie à un fléau qui s'appelle le terrorisme. Et nous, Algériens, avons connu cela pendant une dizaine d'années. En plus de 132 ans de colonisation, dont 7 années de lutte sans merci, nous avons connu les affres du terrorisme. Et aucun pays en Afrique aujourd'hui n'est pratiquement épargné
aller en Afrique de l'Est avec Shebab, en Afrique de l'Ouest avec Boko Haram, avec Daesh, ce qu'il reste, etc. Nous devons de renforcer notre coopération bilatérale. D'abord, parce qu'on ne peut faire de la coopération sud-sud qu'après avoir fait de la coopération bilatérale. Nous devons d'échanger nos sources de renseignements. Nous devons d'échanger toutes nos informations concernant cette hydre qui pratiquement menace toutes nos populations. Et je ne parle pas des fléaux de la maladie et des catastrophes naturelles, etc. En 1974, l'Assemblée générale de l'ONU désigne à l'unanimité Abdelaziz Bouteflika pour présider sa 29e session. Le diplomate révolutionnaire, comme le surnomme Kissinger, joue les agitateurs et fait de l'ONU une tribune pour les mouvements de libération. Bouteflika rallie habilement une grande majorité de pays à la cause palestinienne et accueille Yasser Arafat à l'ONU. Le dirigeant palestinien découvre que la diplomatie est aussi importante que la lutte armée et fait pour la première fois une offre de paix. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. L'autre coup d'éclat de l'Algérien Bouteflika est l'exclusion de l'Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid perd son siège à l'ONU, malgré le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est une victoire personnelle pour Bouteflika. What a travesty we have witnessed here today. What a ploy to deny a country its rights to address this assembly. I object strenuously to this shameful action. Thank you. Aucun représentant de l'Afrique du Sud ne siégera plus à l'ONU jusqu'à la fin de l'apartheid et la libération du héros sud-africain Nelson Mandela. 3 mois après sa libération en 1990, il se rend à Alger pour remercier les Algériens de leur aide. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens. En 1962. The government and people of Algeria have given us tremendous, massive support in the form of funds, in the form of materials, in the form of weapons, and in the form of moral support. Je vous remercie une fois de plus, Excellence, de vous être prêté à cet exercice et d'avoir donné de votre temps. Je vous remercie, docteur, pour vos contributions. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la belle télévision et radio, auditeurs et auditrices également, vous avez compris le rêve de Mandela. Ça a été une vision, ça a été des réalisations, mais il ne faut pas en désespérer parce qu'il y a des générations, il y a des gens qui y croient et qui y travaillent et nous pensons qu'il y aura des gens pour essayer de perpétuer dans les idées et dans les applications, le rêve et la vision de Mandela. L'héritage n'est pas perdu. Il y a les héritiers, même si c'est un peu plus difficile. Mais en fait, c'est ça le combat de tous les jours. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité à parler politique. Et sur les antennes de la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.